Surpris par la nuit. Royaume forain, dernière partie, la séance des monstres. Les monstres sont faits de l'étoffe de nos rêves les plus obscurs. Objets de culte ou d'effroi, leurs corps déformés hantent le royaume forain. La science les observe avant de les rejeter ou de les faire disparaître. Ils symbolisent nos peurs et renvoient à des origines archaïques, enfouies, lorsque l'homme et l'animal ne connaissaient pas encore de frontières. Femme-lion, homme-éléphant, géant plastique, ils sont le négatif de la révolution industrielle et du classement des corps et des espèces. Réfugiés dans la culture populaire, leur existence rappelle les formes anciennes que le rationalisme exclut de ces catégories et de ces normes. Dernière parade des monstres, entre art et science, dans le monde forain, dans les débuts du cinéma muet. Les Freaks de Todd Browning sont une tribu subversive, héritière des animaux de foire et pourtant si proche de notre humanité, comme un trait d'union qu'il faut couper pour défaire le lien avec les fantasmagories, les figures trop vaillantes de l'altérité. Les foires, lieux des visages de cire, des illusions en miroir, du magnétisme, du paranormal, sont interdites pour leur population incontrôlable. Le magicien de cirque Robert Houdin apprend l'hypnose à Charcot pour un autre théâtre, celui des nouvelles sorcières de la science, les hystériques de la salpêtrière. Le corps burlesque devient une excroissance du corps forain, sa projection fantomatique sur un écran. Le cinéma burlesque signe le dernier âge d'or de cette fête foraine de l'espèce humaine. La plasticité infinie du burlesque fait de lui le dernier des monstres, un enfant. Le cirque le fera réapparaître dans sa piste circulaire que Johann Le Guilherme traverse en Oedipe funambule. Les avant-gardes emprunteront ses tours, ses maléfices à ce monde en marge. Avec Yann Fabre, Romeo Castellucci, François Tanguy, Johann Le Guilherme, une autre vision foraine du Festival d'Avignon 2008. And now, folks, if you'll just step this way, you are about to witness the most amazing, the most astounding living monstrosity of all time. Pascal Risterucci. Ce qui habite la science comme les forains au 19e, et c'est pour ça d'ailleurs que parfois la limite est mince, c'est tu vois, une espèce de rage de voir. Alors les forains, ça a toujours été ça, c'est l'exhibition, mais les médecins s'y mettent, parce que je pense qu'on a changé de modèle de savoir. Comme dit Foucault, on est passé d'un modèle plat, où on classe, à un modèle profond, où il faut toujours aller chercher plus loin, où il y a une énigme. Et donc le monstre intéresse parce qu'il est mystérieux. Justement, qu'est-ce qu'il y a au-delà? Et puis, il y a le souci de contrôler. Donc, comment on va réussir à contrôler celui-là? Il faut d'abord le regarder. Alors après, effectivement, ça va converger. Le cinéma, c'est fascinant parce que c'est la convergence des deux. Il y a les médecins d'un côté, les forains de l'autre. Et puis à un moment donné, oui, ça va donner le cinéma, que les forains vont sauver d'ailleurs, puisque les scientifiques assez vite se diront que c'est pas si passionnant que ça. Et c'est les forains qui vont le propager jusqu'à temps qu'ils se sédentarisent dans les salles. Après, alors effectivement, les forains exhibent des monstres depuis longtemps, mais ça c'est beaucoup plus marqué effectivement au 19e. Mais les monstres, le principe des forains, c'est quand même de tout le temps renouveler. Donc ils sont en quête de la nouvelle attraction pour faire venir plus de monde sur les foires. Et donc le cinéma tombe à pic et il va se prendre place
à côté du monstre, dans un premier temps. Donc on aura les exhibitions et à côté les projections. Et puis ça va se confondre, puisqu'effectivement certains, Kobelkov par exemple, qui est un homme sans bras ni jambes, qui fait ses tours tous les soirs, quand il arrive vers 50 ans, il est fatigué. Et donc certains soirs où il peut pas faire son numéro, il est trop fatigué, il met à sa place un film qui montre son numéro. Donc là, il y a vraiment confusion. Et puis après, je pense au cours du XXe siècle, le regard va devenir politiquement correct. Donc on va commencer à dire, faut pas montrer ces gens-là, c'est pas bien, faut les cacher. Et donc le cinéma, la grande monstration, ça va être le cinéma avec des monstres de plus en plus faux. On ne pourrait pas faire Freaks aujourd'hui, ce ne serait pas possible, ce serait immoral. Hein. Donc on voit bien comment le 19e veut voir à tout prix et le 20e instaure une morale du regard. On veut voir toujours autant, mais maintenant c'est moralisé. Et donc il ne faut plus d'exhibition foraine. Enfin, la normale va être cachée, quoi, mise dans des institutions. Et c'est le cinéma, je pense, qui va prendre la place en montrant toutes les horreurs qu'on veut. Elles sont factices, donc ça va. Full of surprises. Ladies and gentlemen, the terrible Elephant Man. Monique Sicard. Dans Elephant Man, il y a ce pauvre malheureux, ce monstre qui est monstre d'un champ de foire et qui ensuite est récupéré ou adopté, si vous voulez, par le monde de l'hôpital. Hein, et qui n'en est pas moins mis en scène, mais dans un amphithéâtre hospitalier, hein, qui est rendu visible. Donc on a le film illustre magnifiquement ce passage de la foire au monde de l'hôpital. Mais des passages inverses existent également. Par exemple, dans le domaine de la radiographie qui naît chez les physiciens, dans les laboratoires de physiciens, chez Röntgen en Allemagne, passe très très vite au sein d'une culture populaire, très rapidement du laboratoire de physique au champ de foire. Donc on peut très vite, je crois que c'est une des inventions qui est passée le plus rapidement du monde savant au monde populaire. Et donc on peut faire réaliser sur les champs de foire à la fin du 19e siècle une radiographie de sa main ou de son pied, moyennant finance toujours. Bon, c'est un peu plus cher pour les pieds parce que les temps de pause étaient plus longs. Et voilà donc des exemples de passages dans un sens ou dans un autre. À l'époque où le cinéma était naissant, un de ceux qui a fait les premiers films, Jean-Paul Favant. Les premiers petits films, c'était un magicien, c'était Méliès, qui venait du monde du spectacle. Il travaillait sur le boulevard du crime, pas forcément sur les grands boulevards, donc pas forcément sur la fête foraine, mais c'était quand même un showman. C'était quelqu'un qui voyageait pour faire ses numéros. Donc Méliès, un des premiers truqueurs du cinéma, avoir compris l'effet magique du cinéma. Mais comme l'avaient compris les autres forains propriétaires de théâtre mécanique qui utilisaient le cinéma pour faire des effets, pour faire des trucages. Ils l'utilisaient au même titre que tous les autres systèmes optiques qu'ils avaient déjà utilisés depuis le début du 19e siècle. Depuis la lanterne magique, sous toutes ses formes et sous tous ses développements. Les premiers à avoir colorisé les films, ce sont les forains qui ont colorisé directement sur le film en peignant avec un petit pinceau directement sur la pellicule. Le travelling. le travelling, c'est aussi Robertson qui, c'était presque un forain, c'était aussi un magicien, qui en 1803... en mettant sa lanterne magique sur des rails, a créé l'illusion du mouvement en faisant un travelling, en faisant avancer le projecteur ou reculer le projecteur. Le mouvement, lui aussi en tant que magicien, en projetant sur de la fumée, donc ce qui fait bouger l'image. C'est peut-être une audace de dire que si la guerre a permis beaucoup de découvertes, le spectacle en permet aussi beaucoup. Philippe Alain Michaud. D'un côté, il y a effectivement cette tradition du cirque, foraine, tradition populaire, qui a été le terreau du cinéma et dont se sont emparés, dès que le dispositif cinématographique est apparu, la culture du cirque a compris son intérêt et s'en est emparée immédiatement. Hein. C'est le mécanisme de Méliès, c'est-à-dire qui donne des spectacles de prestidigitation au théâtre Robert-Houdin.
qui assiste à la première séance de cinéma à Paris et qui s'empare du cinéma pour en faire un spectacle de music-hall. Mais en fait, le cinéma devient une attraction de music-hall. Il est intégré à cette tradition. Et alors après, donc, évidemment, il y a une fortune de cette tradition foraine, mais de l'autre côté, il y a une tradition scientifique. Il y a Muybridge et Marais. Et probablement, ces deux traditions qui se sont trouvées marginalisées par l'histoire du cinéma à partir de 1910 ont été les deux laboratoires de l'image cinématographique. Mais je pense qu'il y a les deux. Il y a d'un côté la tradition de l'entertainment et de l'autre, il y a la tradition scientifique, mais qui sont parallèles. Moi, je ne vois pas d'attention au paranormal dans le cinéma de Méliès. Il y a une attention au surnaturel, mais en fait, le surnaturel renvoie à une conception mythologique de l'existence. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est précisément la théorie de la sédimentation schlosserienne. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans Méliès, c'est ressurgir un rapport animiste au monde qui est en fait qui a habité toute la tradition mythologique occidentale. Et brusquement, on voit ressurgir ça sur la scène filmée par Méliès, qui utilise les propriétés du cinéma pour réactiver une vision de l'homme dans sa relation avec son milieu ou avec le monde, qui est de type archaïsant. Pascal Risterucci. D'abord, Méliès, dans toutes ses folies, ne cesse de mettre en scène la décapitation. Ça, c'est très frappant. La moitié des films sont autour de ça. Alors même si c'est effectivement sur le mode illusionniste, il y a quand même section du corps, ou bien la tête devient énorme, etc. Après, Méliès a fait des actualités reconstituées, simplement parce qu'il ne pouvait pas tourner d'ailleurs, mais sinon il avait le désir d'aller, le sacre du roi d'Angleterre, il aurait voulu y aller. Il y a un moment d'ailleurs où ça devient très sombre, parce que dans les fausses actualités, il avait projeté, ou peut-être il l'a fait, mais c'est pas sorti, je sais plus très bien, une exécution avec un type guillotiné. Donc tu vois, là on sait plus très bien. Méliès est sombre, moi je crois beaucoup plus sombre que ce qu'on dit. Il est alors tu as raison, c'est pas anthropologique comme tu dis, mais il y a quelque chose sur le corps. C'est pas du tout les fantaisies inventives et rigolotes qu'on imagine. Si on regarde de près, c'est vraiment il y a quelque chose qui lui lie à Browning autour du massacre des corps quand même. Ensuite, Browning lui-même, donc Freaks, c'est unique dans son œuvre. Avant, il a plutôt fait quelque chose dans la lignée de Méliès, c'est-à-dire des corps mutilés, mais faussement mutilés. Donc tu vois, ces deux-là, en tout cas, sont justement, je pense, des points de jonction. Et par contre, là où on peut opposer Browning à quelque chose, et ce qui fait que Freaks a été très mal reçu, c'est qu'il se permet de faire Freaks au cœur même d'Hollywood. Il est quand même cette année-là un des réalisateurs les plus cotés d'Hollywood. Il travaille pour la compagnie numéro 1. Hollywood est en train de mettre en place son système de fiction parfait, enfin le star system, le dialogue, maintenant c'est le parlant, donc le dialogue domine, etc. La machine est en route, qui va fonctionner magnifiquement. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il se permet d'arriver avec sa bande de 20 freaks au cœur du sanctuaire, quoi. D'abord, Browning a été acteur avant d'être réalisateur et acteur burlesque. Il a fait donc des séries où il y a un comique, des trucs d'ailleurs très lourds. Donc il y a aussi cette parenté-là historique à travers ce réalisateur-là. Ensuite, je pense que Freaks est plus inquiétant parce que quand même c'est le côté documentarisé.
C'est-à-dire, oui, ces gens existent vraiment. À la fin de chaque projection, quand je le passe, la première réaction, c'est pas possible, est-ce qu'ils étaient vraiment comme ça, hein? Donc je crois que là, même si c'est une fiction, ce qui est très troublant, c'est que c'est une fiction où les gens jouent à être eux-mêmes, et ce qu'ils sont, en général, on l'a jamais vu. Donc je crois que c'est... Et puis évidemment, il y a la terreur du monstre biologique, c'est-à-dire j'aurais pu être comme ça, ou je pourrais donner naissance à ça. Donc l'idée que l'unité de lignée est brisée, que tous on est plus ou moins porteurs de ça. Donc je pense que le côté documentarisé, véridique, qui est quand même sous-jacent, est très inquiétant. C'est ça. Après, le Freaks a des côtés presque burlesques, c'est aussi un film comique, hein, donc il y a un cousinage, hein, mais je pense que Freaks c'est vraiment d'une inquiétude unique, et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu tant de problèmes, hein, parce que c'était... oui, c'est affolant, ce qui est proposé dans le film est affolant. Moi, ça me stupéfie quand je vois Freaks. Je me dis, Hitler va commencer à éliminer ce type d'humain très rapidement, et Browning se paie le luxe et le culot de les mettre, d'en faire des superstars dans un film. Après, par rapport à Hollywood, je pense qu'il s'agit que Browning purge le cinéma de ça, c'est-à-dire, Dieu sait qu'il voulait pas le purger, mais je me dis, dans l'histoire d'Hollywood, fallait bien que quelqu'un, une dernière fois, ramène le monde forain en plein, dans le sanctuaire, pour que tout le monde dise, mais quelle horreur, on n'en veut plus, et qu'on les sorte définitivement d'Hollywood. Donc je pense que c'est ça aussi la prophétie, ça annonce paradoxalement l'avènement de la fiction hollywoodienne, cinéma parlant, etc., qui va être absolument triomphante, d'autant plus qu'il y aura la guerre d'ailleurs, là les deux coïncident, puisqu'ils vont récupérer tous les grands cinéastes d'Europe. Donc oui, Freaks c'est prophétique, je crois, à la fois sur le plan de l'histoire et sur le plan du cinéma, parce que du moment qu'on l'éjecte, ça veut dire qu'on a choisi, maintenant on sait où on va. On va dans une fiction la plus parfaite possible. Il y a quelque chose d'archaïque dans Freaks. D'ailleurs, on voit bien que le final, où là vraiment Browning se déchaîne, la nuit d'orage, et c'est quand même la scène la plus maîtrisée du film. C'est très archaïque, c'est vraiment une espèce de retour à l'unité première, aussi avec la terre, avec la nature, dionysiaque. Je trouve la fin très nietzschéenne, dionysiaque, alors que jusque-là on est de l'apollinien, c'est-à-dire des corps bien cadrés, bien sages, qui font leur petit tour, quoi, comme s'ils tendaient à une harmonie qui est impossible, et à la fin ressurgit effectivement quelque chose qui est complètement chaotique, sauvage, et la fin du film c'est ça, c'est la victoire de ça, oui, donc je crois qu'il y a... il y a un retour à l'archaïque. Ce qui me frappe aussi d'ailleurs, c'est cette figure, le freak le plus frappant, qu'on appelait Prince Randian. D'ailleurs, on ne sait absolument pas son vrai nom. Donc, qui est l'homme boudin, là, celui qui n'a ni bras ni jambes, qui est juste comme un verre avec une tête. Ce que je trouve très troublant, c'est qu'on peut imaginer même presque une première forme fétale. Tu vois, quand l'enfant a, je sais pas, quelques semaines, l'enfant, le fœtus, l'embryon, on dirait un embryon, et c'est le plus vieux. Il a visiblement la cinquantaine. Ça, c'est très, très troublant. Effectivement, ce mélange d'un être humain d'âge mûr qui a une forme d'embryon. Et je pense que ça, oui, ça, c'est angoissant. Et ça, c'est retour à l'archaïque. Enfin, le temps se dissout complètement dans cette figure-là. Et en plus, il est noir. Donc vraiment, et il a une moustache, alors ça fait beaucoup. Et il est habile en plus. Et il est habile avec sa bouche, il fait des trucs extraordinaires. Ouais.
D'abord, il choisit très souvent que ça se passe hors la société. C'est pour ça qu'il prend le cirque ou les forains, comme ça, on ne parlera pas de ça. Sinon, de toute façon, il s'agit toujours d'aller dépouiller la bourgeoisie de ses bijoux, etc. Et puis, oui, Freaks, quand même, la scène de l'orage final, il y a quand même justement l'homme boudin qui a le couteau entre les dents, ce qui est une figure complètement surréaliste et comique et en même temps très inquiétante, puisqu'on a vu qu'il se sert très bien de sa bouche. Donc certainement, il peut faire beaucoup de choses avec un couteau. Mais enfin, l'homme au couteau entre les dents, pour les Américains dans les années 30, c'est le communiste. Donc vraiment, à la fin peut être interprétée aussi comme la revanche des laissés pour compte sur les puissants. Et c'est une revanche. Freaks, c'est quand même une apologie de la vengeance légitime. Ça suffit, ils n'ont rien, ils sont trop humiliés et on va renverser tout ça. Donc c'est vrai, moi je trouve que Freaks, c'est politique aussi. You're imagining things. No. Then I hear Hercules tell Cleo, Venus knows too much. Hercules? Venus? Yes. Oh. Comme si, au fond, Freaks était à la fois le paradis et le péché originel. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et la chute, la chute est d'ailleurs très très présente dans le film. Enfin, oui, puis c'est construit, c'est structuré d'ailleurs sur des scènes bibliques. Hein. On a l'Éden au début, Madame Tetralini dans le parc du château, magnifique, avec la pièce d'eau, le saule pleureur, etc. À la fin, on aura l'Apocalypse, l'orage quand même, d'ailleurs ça commence par les pattes d'un cheval blanc, et puis au milieu, il y a la nativité, hein, quand la femme à barbe accouche, ils viennent, on arrive vraiment dans l'humble roulotte, ils arrivent à 3 d'ailleurs pour voir l'enfant, en retard, comme les rois mages. Il y a tout le petit peuple des Freaks qui est autour et qui est derrière le lit où sont la mère et l'enfant. Joséphine, l'hermaphrodite, donc exactement à la place de Joseph. Et la scène est traitée vraiment avec une référence picturale très très nette. Browning se fait sa nativité du Christ, et d'ailleurs il est dit, donc il est le fils de c'est une fille, c'est la fille de la femme à barbe, et un personnage dit, elle aura donc une barbe comme sa mère et comme le Christ. D'ailleurs le même personnage s'exclame en voyant le bébé Jesus. Un fil biblique parcourt le film de façon très sous-jacente, que les censeurs n'ont pas vu. Je pense que c'est trop subtilement ironique, ils ne sont pas allés jusque-là. Mais il y a vraiment le paradis, la nativité, l'apocalypse. Et peut-être aussi la scène, avec la scène du banquet, la tablée, le dernier repas, où on va boire du vin tous ensemble. Ça fait aussi penser, à la scène quand même. le chamanisme sert de médecine, de science animiste à un corps forain qui se vit dans la résurgence de l'acrobatie des jongleurs sacrés de l'ancienne Égypte, des maths totémiques, des cathédrales aux signes ésotériques. Les secrets des codes circassiens perdurent dans un empilement de chaises venues de la Chine ancienne, dans l'attraction du détournement d'attention du magicien, dans la forme araignée du contorsionniste. Pascal Jacob. Le cirque au sens strict du terme, mais en même temps, je pense aussi la plupart des pratiques saltimbanques fonctionnent beaucoup par assimilation, par porosité. Alors en même temps, bon, ça c'est une façon de dire les choses, évidemment, on a tout dit, on n'a rien dit du tout. On peut s'attacher à des phénomènes précis. Dans la liturgie taoïste, par exemple, la cérémonie pour permettre à l'âme des défunts de franchir les étapes pour aller jusqu'à une forme d'harmonie passe par des techniques acrobatiques. C'est-à-dire que on utilise, mais
C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si nous avons l'occasion de croiser une cérémonie, d'abord qui se passe dans la rue, dans l'espace public, au milieu des voitures, sur un parking, ça peut être absolument dans n'importe quel cadre, ça n'est pas nécessairement dans un temple, on va avoir l'impression d'assister à un spectacle. Alors que ça n'en est pas un du tout. Il n'y a pas de public. Le public, c'est la famille qui accompagne. Et les étapes, ce sont des choses, des moments d'acrobatie pure ou de manipulation. C'est-à-dire qu'il y a un officiant fait tourner un chapeau sur une ombrelle sans toile, c'est-à-dire uniquement avec la structure comme un squelette d'ombrelle. On voit ça dans les jeux de rue en Chine et dans d'autres pays d'Asie. À ce moment-là, c'est évidemment la course du soleil qui est incarnée par cette manipulation qui elle-même est finalement quelque chose qu'on peut voir dans n'importe quel numéro de jonglage sans qu'il y ait forcément de lien à une liturgie quelconque et encore moins taoïste. Les équilibres sur une table, on retrouve encore cette même sensation de l'acrobatie pure, des culbutes qui provoquent les rires, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de comique, et à chaque fois des sauts périlleux dans des cerceaux, donc c'est franchissement des portes, franchissement des cycles. Mais ça n'a de sens que pour celui qui est impliqué dedans, pour le prêtre, et pour celui qui regarde. Mais celui qui regarde, qui est lié à la famille, aux morts ou à sa famille. Si nous, on passe à côté, on voit vraiment une représentation de rue. Donc c'est assez étonnant, c'est troublant. Parce que d'un seul coup, on se rend compte finalement que le langage religieux trouve dans l'utilisation des codes acrobatiques, dans un certain nombre de symboles, une espèce de réalité immédiate. De la même manière, on sait très bien que le cirque... au XVIIIe et au XIXe, mais qu'il se relie à des pratiques très anciennes, la plupart de ses membres se rassemblent en groupe, en confrérie, en société entre guillemets discrète. Moi, je crois très fort que le développement de l'architecture de cirque est lié à la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'il y a un vrai propos ésotérique dans la constitution même de l'espace de la salle de cirque à partir du XVIIIe siècle. Et c'est évident. La manipulation d'objets a traversé le temps. Je pense que le premier jongleur, c'est le premier manipulateur d'un caillou pour abattre un animal, pour abattre une proie. Je pense que la manipulation du boomerang par les aborigènes, mais aussi le boulot mongol, lancer un boomerang et s'il ne trouve pas sa cible, il revient dans la main du lanceur, c'est le jonglage. C'est la naissance en tous les cas d'une manipulation d'objets qui peut devenir virtuose. Tu y mettrais le mât chamanique aussi à l'intérieur de cette collusion ? À partir du moment où on sait que certaines techniques de guérison font appel, pour notamment des chamans d'Asie centrale, font appel à la contorsion pour servir d'exutoire à la douleur du souffrant, et la distorsion du corps absorbe en fait cette souffrance, et elle est incarnée donc par la figure de la contorsionniste qui parcourt toute l'Asie. Oui, bien sûr, oui. Le théâtre du Radeau a formé un campement sans lieu fixe. Tentes, ménageries, tonneaux et baraques de foire. Les mouvements de montage, d'assemblage sont en perpétuel déplacement. L'avant du langage, de la matière, des êtres séraphiques ou monstrueux et burlesques se fondent dans un rêve. François Tanguy, l'auteur de Fragments forains, et de Ricercar au Festival d'Avignon, sa lecture de la transversale d'Alain Gerbrand. Où était passé le langage ? Il n'y en avait plus. Il fallait en chercher un autre. Sans doute le langage d'avant le langage, celui qu'il associait à on ne sait quelle réalité fabuleuse et obscure que nous autres gens d'Occident avons définitivement refoulée. Ce fut précisément ce jour-là que ma décision fut prise. Je partirai en poésie, j'irai là où la poésie se vit, se fait corps et sang, avant de se dire, avant, éventuellement, de s'écrire. Il me fallait trouver une marée d'équinoxe qui dénude une terre trop lourde de pensée et m'entraîne en ce pays. En août 1948, j'embarquai pour la mer des Caraïbes sur un Liberty Ship. Oh, le bien nommé navire qui me libéra de ma tête. J'atterris finalement à Bogota, où j'allais apprendre sur le tas mes premiers rudiments d'ethnographie,
et dressait sur la carte l'ébauche du sentier qui devait permettre d'aller à l'autre, la céphale. Peut-être me permettrait-il d'accéder à ce langage qui se passe par-dessus la tête. C'est par la barbaque, la seule barbaque, que l'on exprime le « qu'on ne sait pas ». Mais nous étions pour l'instant, tout à notre navigation dans une rivière impétueuse, bien loin encore de songer à ces délassements. Ce fut alors qu'un appel, pressant, me parvint de l'autre bout de la pirogue. Le vieux, à demi redressé, me faisait énergiquement signe de venir le remplacer, brandissant sa grande pagaie qu'il avait sortie de l'eau. Je ne pouvais qu'obéir. La pirogue commençait à dériver. Le moment n'était pas à la discussion. Nous échangeâmes nos places. Le fleuve obliquait vers la gauche. Dans la courbe, il se rétrécit, le courant forcit, et une ligne d'écume apparut, barrant la route d'un bord à l'autre, des rapides. Quelques coups de pagaie, et je m'aperçus que nous allions donner droit sur un vaste entonnoir, creux d'un bon mètre en son centre. J'eus une seconde d'hésitation, barrer à droite, à gauche. Ma tête me dit de barrer à droite, pour écarter la pointe de cette cible où nous allions nous planter. Mais c'était aussi offrir le flanc à la force d'attraction croissante qui nous happa par le travers. Toutes les têtes se tournèrent vers moi, j'allais perdre le contrôle de l'embarcation et nous basculerions inexorablement au fond de l'entonnoir dans un tête-à-queue. La voix du capitaine lança un ordre bref, cinglant, courroucé, et ma pagaie changea de bord. In extremis, la pirogue se redressa, visant le tourbillon. Nous l'effleurâmes de la pointe, et il nous lança au loin comme une flèche en tangente, de toute sa force, devenue centrifuge. C'était cela qu'il fallait faire, aller dans le sens du danger, le toucher du bout du doigt de telle façon que sa force elle-même nous rejette, après nous avoir attirés. Eussé-je écouté le corps de la pirogue, accepté spontanément que mon propre corps en fût partie intégrante, je n'aurais pas fait cette faute. Au lieu de quoi, placé dans une situation nouvelle, je m'étais précipitamment réfugié dans ma tête close et ses raisonnements abstraits, et nous avions failli naufrager. 6 mois à l'école des Indiens n'avaient donc pas suffi. J'étais donc encore indécrottable rationnel, prétentieux, timoré et avare dans ce dedans de ma tête de blanc qui croit détenir le pouvoir de commander au mouvement en s'opposant à lui, au lieu d'aller avec lui, de se fondre en lui d'abord et d'obéir ensuite à ce que décide le corps. Tout d'abord, il faut trouver un art qui soigne le mal par le mal, qui accède aux nerfs du système. Artaud en est le précurseur. Il annonce ce théâtre de cirque que nous connaissons aujourd'hui. Il parle de l'acteur comme d'un athlète doté d'un véritable langage physique à base de signes et non plus de mots. Et ceci dans le théâtre et la science. Le théâtre m'est toujours apparu comme un acte dangereux et terrible, dira-t-il. On aura compris que cette anatomie de la cruauté allait connaître une descendance chez ceux pour qui le théâtre, mais aussi la danse, devait aller aux limites de l'être humain. François Tanguy, Théâtre du Radeau. On peut retrouver ça dans beaucoup de circonstances, évidemment. Finalement, c'est même pas dans beaucoup, c'est cet échange permanent. Pour autant qu'il n'est pas bloqué par un état de violence qui en fige d'une manière forcément extrêmement violente. Ce mouvement incessant qu'on appellerait la pensée critique. Critique, c'est pas critiquer, c'est mettre en jeu, remettre en mouvement. C'est-à-dire laisser résonner aussi d'une chose à l'autre, d'un corps à l'autre. Ce mouvement qui n'est pas flottant, parce qu'il est concret. C'est comme le mouvement de la pirogue. Si Alain qui raconte ça, il voit le tourbillon arriver. Oh là là, mon Dieu, on va se planter. Donc il pense dans sa logique, c'est pas sa logique de blanc seulement, il le raconte comme ça, mais logique comme ça, très empirique. Il faut s'écarter eux qui pratiquent en pirogue, qui ont pratiqué, ils savent, c'est un savoir empirique, s'ils ont dû s'effondrer un certain nombre de fois, mais c'est un mouvement.
Parce que tu dis pas, faut aller au milieu, parce que sinon tu vas sombrer, tu vas tomber dans le trou. Faut lever la pirogue à temps pour que la pointe se lève, pour profiter du mouvement de la traction. La centripète la transforme en centrifuge. Il faut pas aller par là, parce que tu vas faire exploser tu vas t'envoyer en l'air. Alors c'est dans l'entre-deux. Mais l'entre-deux, c'est pas on va faire comme ci, comme ça. Non, c'est une pratique. Mais une pratique qui est concrète. En même temps, ça fait résonner des choses. Dans le cas d'Alain, évidemment, et en tirer une image qui est aussi sa façon de s'extraire d'une pensée qui consiste à s'écarter du danger, trouver la courbe. Sauf que, bah oui, c'est des mouvements physiques, c'est pas. Et les mouvements physiques sont implacables. Parce qu'ils n'ont absolument rien à voir avec les modalités de représentation qui servent à faire cohabiter des mouvements, puisqu'il n'y a pas de destination au mouvement physique des choses. Il n'y a de destination que dans la rencontre des éléments les uns entre les, des particules, des forces, et des déplacements des forces, parce qu'ils en rencontrent d'autres, et à leur tour en construisent et en produisent d'autres. L'espèce humaine est-elle un au-dessus de la mêlée depuis le début? Ou fait-elle partie de ce corps commun, cette géologie, mais qui implique aussi que dans cette géologie, ils construisent aussi ce qui n'est pas le cas pour d'autres types d'espèces, construisent une histoire, c'est-à-dire un ensemble de rapports de mutation, de commutation, de conflictualité, donc de déformation, donc de transformation, à la charge aussi de décider quelle en est encore la potentialité de vie. Il est le clown, l'acrobate, le funambule, le manieur de sabre, le contorsionniste, le jongleur, le monstre expectorant les côtes de son squelette. Tous participant d'un corps intégral, ce qui signifie une possibilité quasi infinie d'extension, de métamorphose, d'absorption des genres. On pourrait développer à ce propos l'idée d'un corps proprement expérimental en lui-même, objet et sujet d'expérience, laboratoire vivant, d'effet de l'astreinte définitive à une identité fixe. Il y a chez cet artiste une propension à incarner des images multiples, un peu à la manière des grandes figures ésotériques du tarot ou des ordres dans les sociétés archaïques. Le guerrier, le mendiant, le pendu, le sacrifié. On n'en finirait plus d'énumérer ce qui fait trait chez Johann Guilherme, tout en le rendant emblématique d'un temps donné. Donc comment ça se passe ? Je me confronte à la matière. Je travaille avec différents matériaux. Je produis de la matière, je produis des choses qui font apparaître des phénomènes en fait. Et une fois que j'arrive à saisir ces phénomènes, j'essaie de les répéter, de les comprendre, pour pouvoir les montrer, les monter. Donc tout parle de la matière en fait. Oui, et à partir de cette observation, j'emmagasine de la connaissance. De la connaissance de l'avoir fait, de l'avoir vu, de l'avoir éprouvé. J'éprouve la matière. Voilà. Donc l'usure, la résistance, la plasticité, enfin Mm-hmm. Oui, tout ce qui peut... je travaille par exemple avec des bouts de planche et j'essaye de voir tout ce que c'est faire. Qu'est-ce que c'est faire ces bouts de planche ? Qu'est-ce qu'elles savent faire ? Qu'est-ce qu'elles peuvent me montrer ? Vous faites des alliages aussi, c'est-à-dire que vous alliez aussi plusieurs matières à certains moments. Oui, parfois ça peut arriver, oui. Si par exemple j'ai travaillé sur 2 matières qui me paraissent intéressantes qu'elles se côtoient, quoi, pour des raisons et des autres, ou une autre. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de faire s'exprimer la matière. Comme je disais, je la fais travailler pour qu'elle me montre des choses. Et puis à un moment, j'essaye de maîtriser ce qu'elle me montre pour le montrer à d'autres, parce qu'elle ne pourrait pas le montrer toute seule comme ça. Et ensuite, sans l'homme, je dirais oui et non, parce que quelque part, quand je travaille avec la matière, je projette ma pensée dans la matière. Donc quelque part, il y a toujours l'homme derrière.
Et comme je projette ma pensée dans mon corps quand j'ai un travail physique, je projette ma pensée dans la matière quand je travaille en dehors de ce corps physique, dans la physique extérieure à mon corps, je voulais dire. Mais c'est toujours le même travail. Dans Secret, au début du spectacle, il y a un dressage de matière qui est quand même très, très proche du dressage de lion. Et puis tout le reste du spectacle est complètement en dehors des pratiques traditionnelles circassiennes. C'est vraiment que de la pratique minoritaire qui n'existe pas au cirque non plus. Là, j'ai souhaité aussi à un moment quitter toutes les pratiques traditionnelles pour aller vers des pratiques qui ne se faisaient pas au cirque non plus, ni ailleurs d'ailleurs. Catherine Millet. Bien sûr, l'art du cirque par rapport à d'autres arts de la présence, c'est un art où physiquement, le corps qui se présente devant soi, se met en péril, bien sûr. Bon. Et ce péril, d'une manière fantasmatique, il est partagé par le public. Bon. Et ce genre d'émotion, ce genre d'empathie comme ça, mon Dieu, dans l'art, on ne le connaissait plus. Et je dois dire que c'est ça peut-être, avec toute la poésie que draine aussi évidemment les spectacles de Johann, le personnage qu'il incarne, ces objets extraordinaires qu'il fabrique, la musique qui accompagne ces spectacles. Bon, il y a faut dire aussi une qualité esthétique et émotionnelle qui est très très grande. Il y a une poésie absolument merveilleuse. Et si je puis dire les choses ainsi, qui joue sur très peu, sur le minimum, il l'explique très bien, il part du point, voilà. Il part de ce qu'il y a de plus élémentaire, et ce qu'il développe autour atteint une complexité qui néanmoins reste toujours attachée à ce geste minima, à ce geste très simple, à cette forme très simple, le point. Enfin, par exemple, je ne sais pas, faire un spectacle avec un numéro qui consiste pour l'artiste à tout simplement traverser la piste en ligne droite dans son diamètre. C'est une chose très simple. Il y a un cercle, celui du cirque, la piste du cirque, et voilà, je vous annonce, je vais la traverser. Bien sûr, je la traverse d'une certaine façon, mais on a l'impression qu'on revient aussi, alors peut-être ça c'est mon héritage à moi de l'esprit minimaliste, hein, tu vois, je suis quelqu'un qui a beaucoup écrit sur Donald Judd, sur Sol Lewitt, donc forcément cette idée de revenir aux éléments fondamentaux comme ça d'une expression plastique pour en quelque sorte tout reprendre depuis le début, hein. C'est forcément aussi quelque chose qui avait un écho chez moi, quoi. Alors voilà, ça explique que je me sois en particulier intéressée à cette œuvre-là. Johann Le Guilherme passe d'un élément à l'autre, de la terre au ciel, du paradis à l'enfer. Il juxtapose l'air qui aridifie la terre au feu qui assèche l'eau. Les sabots terriens marchent sur des bouteilles, jouant d'un vieux truc de foire, pour épiloguer sur les rapports du liquide et du solide. Le risque à cet instant est celui de la dissolution, de qui veut contenir en lui les 4 points cardinaux. Il est aussi dans la crucifixion de celui qui tente d'assumer toutes les ambivalences, y compris sexuelles. Car si la croix du fixe libère une énergie particulière, elle se transforme vite en un écartèlement que seul le cercle peut conjurer. L'histoire des bouteilles, du fil, tout ça, dans Secret aujourd'hui, c'est des choses que je ne fais plus. C'est des choses que j'ai retirées justement pour laisser place à des pratiques qui ne se font plus dans le cirque. J'ai faim, tout ça avec les côtes, c'était aussi dans Où ça, c'est pas dans Secret. Et enfin, je pense que je travaille dans un espace tout à fait traditionnel, enfin classique, et que ma pratique est classique parce qu'au début du cirque, on montrait des choses qui ne se faisaient pas puisque le cirque n'existait pas. Enfin, où les gens qui avaient ces pratiques, il y avait très peu de gens qui avaient la connaissance et qui pouvaient montrer des choses que les autres ne savaient pas faire, en fait. C'était ça, l'histoire du cirque, c'est ça, c'est de faire des choses que les autres ne font pas.
soit parce que l'homme n'a jamais développé ces pratiques parce que ça lui sert à rien, soit parce que c'est dangereux, soit parce que ça se fait pas, soit je sais quelle raison. Et du coup, ces pratiques particulières, elles ont la capacité de créer l'espace des points de vue, donc ce que j'appelle l'architecture naturelle du cirque, qui est que dans un espace libre, enfin dans la rue, si quelqu'un fait quelque chose d'un peu particulier, de spécial, il va se former un cercle naturel autour de lui. Comme ce phénomène d'attraction qui existe dans la physique, mais qui existe aussi donc chez les hommes, autour de quelque chose qui les étonne, qui les intrigue. Un autre numéro que je trouve aussi très très beau, c'est lorsqu'il transforme une sorte de sculpture abstraite, qui est un bouquet de tiges d'acier, en cheval. Bon. Tu vois tout ce que ça transporte dans notre imaginaire, de voir ce corps tout d'un coup. Alors il y a en plus son physique à lui. C'est vrai que selon les habits qui le couvrent, qui le découvrent d'ailleurs, on peut là aussi le transformer en chevalier du Moyen-Âge ou en magicien. Enfin bon, il peut comme ça interpréter différents rôles. Et à un moment donné, il est ce cavalier comme ça. Alors, c'est pas simplement... Bien sûr qu'il est connu pour aussi la qualité des objets qu'il réalise et qui ont une qualité de sculpture. C'est-à-dire, on pourrait après tout les prendre et puis les transporter au musée et elles trouveraient leur public en tant que tel. Bon. Mais ce bouquet de tiges d'acier devient tout d'un coup un cheval. Bon, et en plus un cheval il ne hennit pas ce cheval, mais quand même il fait aussi un bruit qui est très impressionnant, qui tout d'un coup est comme un bruit d'armure un petit peu, puisqu'il y a ce bruit métallique. Et alors là, ça draine beaucoup d'images pour chacun d'entre nous, chacun avec ses lectures, ses références à lui. Donc c'est vrai que ça, cette densité-là, là aussi, c'est quelque chose que tu trouves plus difficilement dans le domaine des arts plastiques aujourd'hui. Tu n'as pas toujours cette densité. Bon, ça a pu être à un moment donné utile et délibéré de la part des artistes de faire des propositions formelles qui soient absolument radicales et qui justement déroutent complètement toutes les interprétations. Bon, mais ça a été fait. Et je crois qu'on est aujourd'hui dans une ère où on attend au contraire à nouveau que les objets, les œuvres qui nous sont présentées soient à nouveau plus denses comme ça et ouvrent des portes à l'imaginaire. C'est sûr que ça, on parle de Johanne de Guilherme, mais d'une façon plus générale, beaucoup de ce cirque actuellement opère aussi cette ouverture de l'imaginaire, qui ne veut pas dire raconter des histoires, hein, pas du tout, au contraire, c'est ouvrir des histoires et chacun les remplit avec ce qu'il a, son propre bagage. Et donc pour vous, le cirque, comme je le pense moi, la scénographie, on peut dire génétique presque du cirque, et le cercle, pour cette raison fondamentale en fait. Donc des points de vue et d'être le lieu de l'expérience, et le lieu de la visibilité de l'expérience. Oui, sans avoir aucune face cachée. On ne peut rien cacher au cirque. Tout est toujours à vue, quoi. L'espace contraint la pratique et le savoir-faire. Donc, quand on travaille dans un cirque, il faut savoir distribuer l'information à tout le monde, puisqu'il y a du monde partout. Ou de distribuer une information sur une face et une autre sur l'autre face. Mais ça, c'est très différent, ça engendre un savoir-faire très différent des pratiques frontales, quoi. Et je pense que là est la différence entre les pratiques frontales et les pratiques circassiennes. Par contre, vous disiez tout à l'heure qu'on ne peut pas tout mélanger. Je pense qu'on peut tout mélanger au cirque. Mais si on mélange tout dans un espace circulaire, j'appellerai ça du cirque. Si on mélange tout dans un espace frontal, on appellera ça comme ça s'appelle déjà.
Le cirque, c'est un peu, si on le comparait aux arts plastiques, ce serait plutôt le domaine de la sculpture et les pratiques frontales, le domaine de la peinture. Au cirque, il faut être au centre. Donc la distribution, elle est explosive. Elle n'est pas directionnelle, ou multidirectionnelle. Catherine Millet. L'art de Johann Le Guilherme poursuit pour moi des choses que les artistes de l'art minimal de la performance ont initiées, à savoir le fait de prendre son corps comme instrument de mesure. Voilà. Ni plus, ni moins. C'est-à-dire que ce corps de l'artiste, là aussi, on pourrait dire, c'est même son corps nu, parce que très souvent les performeurs étaient nus ou à moitié nus, et l'artiste du cirque, il exhibe son corps aussi, et souvent il est en partie dénudé, pareillement. Bon. Donc, un être se présente devant toi dans cette situation de relatif dénuement, au sens propre. Bon. Et à partir de ce corps, il va mesurer l'espace dans lequel il est plongé. Alors, c'est pas ce corps de l'artiste comme centre du monde, c'est ce corps de l'artiste comme moyen de remesurer d'une nouvelle façon l'espace qui nous entoure, de le reconstruire au besoin, quand les minimalistes ont mis en place des structures comme ça, qui étaient déterminées aussi par le rapport au corps et tout ça. Bon, ce corps, c'est un corps qui sert comme instrument de mesure et puis qui est traversé aussi. C'est un corps traversé, et ça m'intéresse beaucoup, pour des tas de raisons. Aussi, je dirais... personnel, je dirais presque là en tant qu'auteur, ça m'intéresse beaucoup de réfléchir sur ce qu'est notre corps en tant qu'objet traversé. Et vraiment, alors là, Johann Le Guilherme, pour moi, certains de ses numéros expriment tout cela très, très, très bien. C'est-à-dire que j'y faisais allusion, ce corps qui sert à mesurer le diamètre de la piste. Et puis, il y a ce corps, ça c'est une chose qui m'a beaucoup frappée, qui est un corps, il a un numéro où, avec tous les angles de son corps, le coude, le menton, le genou, il tient tout un ensemble de crayons. D'ailleurs, des crayons, un objet qui vient de l'art, d'une certaine façon. Bon. Et que ces crayons comme ça, c'est pour moi comme la matérialisation de tous ces points de vue qui se focalisent à un moment donné, les points de vue de tout ce public autour de lui qui se focalise sur ce point qu'il est, lui, au milieu de la piste. Mais aussi bien, c'est des points de vue convergents et puis qui sont renvoyés aussi vers l'extérieur de la piste. Ça, je trouve que ce numéro le symbolise très très bien, même le démontre très bien. C'est-à-dire que à la fois tu es happé par ce corps en plus qui est recroquevillé, qui lui-même devient une sorte de boule, presque de boule, et puis en même temps tu ne peux pas ne pas partager, c'est ça, n'est-ce pas, l'avantage de la piste, ne pas partager avec le public que tu vois aussi. C'est-à-dire, tu vois l'artiste et puis derrière lui, il y a un arrière-fond. Et ce sont tes doubles, ce sont les autres personnes qui font partie de ce public. Et il y a cette circulation des regards comme ça. Il est dans ces cas-là un objet réfléchissant, tu vois, qui reçoit le regard et puis qui le diffracte comme ça. Et vraiment, moi, je trouve que pour des numéros comme ça, ça fait de lui un artiste tout à fait remarquable, exceptionnel. Alors maintenant, j'ai lu son œuvre à partir, en effet, de cette culture que j'ai des avant-gardes plastiques des années 60, 70, etc. Bon,
Maintenant, est-ce que ça a modifié mon point de vue à moi dans ma démarche en tant que critique d'art, maintenant quand j'appréhende des œuvres d'art plastique? J'ai envie de répondre d'une manière très simple déjà. Oui, ça m'a rendue plus exigeante. Je veux dire qu'il y a un perfectionnement technique dans les arts du cirque, qu'il faut bien dire, a été un peu laissé de côté par les avant-gardes. Et au contraire, moi je suis d'une génération où on a commencé à épingler sur les murs des galeries des petits bouts de papier chiffonnés ou des télégrammes. Et que ça a produit une esthétique comme une autre. Mais je crois que c'est une dimension qui reste quand même, qui est cette recherche d'une perfection, de la forme parfaite quand même. Pour moi, la forme parfaite, de la part de celui qui l'a produit, c'est aussi celle qui lui a fait prendre le plus de risques. Et pas simplement, là je pense pas simplement aux risques physiques, je pense aussi au risque par rapport à son propre travail. Si tu veux aller au bout de ton idée et trouver à l'exprimer dans la forme qui est la plus adaptée, qui est la plus parfaite, et qui en même temps transporte en quelque sorte ton auditoire ou ton public ou ton spectateur, il faut que tu prennes certains risques, que tu remettes peut-être en cause qui est le goût de ce public, ce qui sont ses habitudes, ce à quoi toi-même tu l'as habitué dans ta propre œuvre, etc. etc. C'est quelquefois, me semble-t-il, un critère qui se perd dans le domaine des arts plastiques et que je suis bien, bien contente de retrouver dans le domaine du cirque. Les avant-gardes ont pris au monde forain ses formes, ses matières, des physiques hors normes. Le cirque d'Adrienne Larue a intégré des grands noms de l'art contemporain. Daniel Buren, Christian Boltanski, Pennon, Robert Filiou, Cornelis. L'arte povera, où le minéral et le végétal vivent et prolifèrent comme en dehors du regard de la présence de l'homme. Je ne propose pas du nouveau cirque aux plasticiens. Je leur propose un cirque traditionnel. Et je leur dis, je suis une femme de cirque traditionnel, mon chapiteau il est rond, il est rouge, il a des gradins, il y a des baraques autour, on achète son billet, on paye, on regarde, il y a ou il n'y a pas d'entracte et on repart. Éventuellement, il y a un deuxième chapiteau pour des formes qui seraient plus performance, c'est-à-dire que je ne garantis pas qu'on peut les refaire, mais je ne voudrais pas me séparer de ces expérimentations et le tout a lieu au domaine de Kerguelen. Personne ne vient voir les expositions, donc je voudrais que le chapiteau remplisse sa fonction d'un chapiteau jadis dans un village. On vient d'abord au chapiteau et seulement après on se demande ce qu'il y a dessous. On vient au chapiteau. Toi, j'ai des petites aquarelles de Pierre Etex qu'il a donné, pas à moi, à des amis, mais on voit bien les gens se rendant vers le chapiteau. Donc l'idée de monter le chapiteau traditionnel au milieu d'un centre d'art contemporain, je voulais pas que mon chapiteau soit contemporain. Toi, j'allais pas faire, je sais pas quoi, un chapiteau fluo, carré, ça fonctionnait pas. Ça serait devenu une installation. Ça serait devenu une installation. Donc moi, j'ai dit, il n'y a pas d'installation, tu vois. Et ensuite, j'ai dit, personne ne phagocyte l'autre. Et là, c'est venu au moment de Daniel Buren, parce que les gens me disaient, oh, si Buren fait un des numéros, il va tous nous inclure à l'intérieur de son installation. Je me croire sur parole, j'ai été très claire aussi avec lui, donc ce qu'il fait maintenant, en ce moment, il fait un autre spectacle où justement il englobe, mais tant que c'était la compagnie foraine, c'est pas ça qu'il faisait, il faisait une installation. Et là je disais, donc point 1, vous venez pas faire l'artiste, et point 2, je disais aux artistes de cirque, vous ferez, alors là j'utilise vraiment le langage classique, vous ferez votre numéro. Et je vous donne ma parole et celle de Dan, qu'on ne vous demandera rien qui est en dehors de votre champ. Simplement, peut-être vous le ferez fragmenté, ou certains passages seront répétitifs, parce qu'il faudra quand même qu'il y ait une vraie rencontre avec le plasticien. Et après, nous portions garant, la compagnie foraine, de l'échange, et on passait notre temps entre les artistes de cirque et les plasticiens pour parler de leur numéro. Et on se disait, ça sera gagné si c'est un numéro de 10 minutes, s'il y a un artiste de cirque qui est en train de faire sa discipline, et s'il y a du public qui n'a jamais mis les pieds dans l'art contemporain diront « Oh, c'est bizarre, pourquoi il y a des cloches et des cordages ?» Et puis quelqu'un d'autre de l'autre monde dira « C'est un Cornelis !»
À l'intérieur d'un plasticien, je réintroduisais un possible où on aurait pu le... C'est de la récup quelque part, mais en laissant... Alors, à l'époque, en te parlant, je retrouve les mots. C'est-à-dire qu'on disait, personne ne sera au service de personne, on ne sera jamais illustratif. Tu vois, avec Léa Lublin, elle m'avait aidé à rédiger une charte que je dois toujours avoir, on l'a jamais finalisée, pour les droits et les devoirs, parce qu'il y a eu ensuite les droits d'exploitation. Est-ce que c'est une œuvre d'art ? Enfin, je ne te dis pas par où on est passé, tu vois. Mais les droits d'auteur, et si ça casse et si c'est volé, donc on a ajouté des clauses. Donc toute œuvre devrait être faite avec des choses qu'on peut racheter au bureau du coin et ne serait pas déclarée comme œuvre, mais ils abandonnaient le concept et tout le monde était payé pareil. C'est-à-dire que chaque soir, on gagnait 28 €, 28 pour la trapéziste, 28 pour Boltanski, 28 pour... Bon, on a dû s'attaquer, y compris à l'économie de la chose. Je cherchais d'abord si l'artiste, et là-dessus j'étais conseillée par Jean-Hubert Martin, aurait l'esprit suffisamment ouvert et forain pour me dire oui. Et il y avait eu une entreprise de cirque en Belgique qui avait été faite, un cirque où Boltanski avait Filiou, tout ça, ils s'étaient dit on en a marre de l'art contemporain. Et je connaissais cette histoire. Donc, encore une fois, je ne suis pas l'auteur non plus. C'est-à-dire que là, c'était les plasticiens qui avaient dit on fera un cirque. Ils avaient trouvé une vieille toile pourrie. Jean-Hubert Martin m'a remontré les catalogues de l'époque. Ça a eu lieu un soir, tu vois. Alors, par exemple, la pièce de Boltanski, je savais qu'il l'avait faite. Alors j'avais dit, mais qu'est-ce que tu avais fait dans ce cirque ? C'est juste à la frontière belge. J'ai peur d'écorcher le nom, c'est un petit village bien connu. Et ben Boltanski, je ne sais pas s'il est toujours, mais il était très souple. Donc il s'était mis, tu sais, ce truc, mais complètement forain. Tu sais, il s'est mis en position de yoga, en passant les deux mains, et il avait fait le tour de la piste comme ça. La divine comédie foraine de Romeo Castellucci réanime le cercle de l'éternel retour, celui de la science des monstres. En fait, on voit que toute la mécanique monstre, en fait, parce que c'est un texte monstre, avec ces milliers de figures qui apparaissent, ces allégories, ces symboles, oui. L'ésotérisme, l'alchimie, oui. L'occultisme qui est présent, plus le niveau politique, bien évidemment, avec les guelfes et les gibelins. Je voudrais savoir, donc, puisque tu as évité de traiter de manière directe ou frontale, quel type de dispositif tu as employé dans ces trois espaces qui sont à la fois contradictoires et en même temps chacune est la mutation de l'autre. Comment tu as travaillé sur ces oppositions et ces mutations en fait, mais dans le dispositif scénique? Oui, mais j'ai pensé à le rôle du spectateur parce que c'est vrai que la Divine Comédie est tout le temps adressée à le lecteur. Et donc j'ai pensé à le spectateur comme dans la même position. Donc pour moi c'est intéressant d'avoir une dynamique de l'expérience du spectateur. Donc il aura 3 températures différentes. Même les déplacements du spectateur c'est intéressant parce que c'est les chemins. Et donc, il ne s'agit pas de faire une œuvre, érudite. Donc, parce que Dante ne peut pas accepter autre position, altri posizionamenti. Dante non li accetta. Et donc, il faut, je crois, travailler avec la sensation directe du spectateur, donc son rôle. Et donc voilà, il faut trouver la tonalité, même au niveau musical, je dirais, de la émotion qui peut sortir dans les mots inferno, purgatorio, paradiso. Mais c'est vrai que c'est encore une fois les 3. Pour moi, c'est important la géométrie, en tout cas, comme la structure la plus basique, la plus forte, qui soutient
tiennent l'œuvre de Dante. Donc les trois, les cercles, justement. Et comment tu utilises le cercle Le cercle, c'est un mouvement qui est dans la macrostructure, comme on dit, mais c'est un mouvement qui est présent même sur la scène, au niveau des mouvements des acteurs, mouvements des objets. Il y a une référence au cercle. C'est pas, encore une fois, une illustration directe, oui. Même au niveau du temps. Parce que c'est vrai que le temps de l'enfer et du paradis, c'est un temps éternel, qui ne change jamais. Donc il y a, comment dire, une idée circulaire du temps. Tu ne peux pas échapper dans la dimension du temps. Et la condamnation, c'est exactement ça. Même si tu es dans le paradis, qui est un livre de la terreur pour moi, c'est sûr, oui. C'est terrible. Le paradis, pour moi, mais c'est pas une provocation, hein? C'est pas pour être paradoxal, c'est vraiment terrible. C'est une forme de condamnation inversée. C'est être tout le temps, pour l'éternité, frappé par la lumière, qui est une lumière impossible à regarder. Pascal Jacob. Dans cette première moitié du XVIIIe siècle, il y a un fait presque banal, c'est l'interdiction grandissante des foires. C'est-à-dire qu'on considère de plus en plus les foires comme des foyers d'agitation, des lieux de rassemblement qui ne sont pas forcément toujours liés au commerce, au spectacle ou à la science. Ça devient des tribunes politiques parfois, et donc ça remet aussi souvent le pouvoir en place en question. Donc il y a une sorte de distance prise avec de plus en plus d'abolition de ces foires gigantesques qui rassemblaient des milliers de baraques. On n'a aucune idée de ce que c'est aujourd'hui. C'est des foires comme la Foire Saint-Germain, par exemple, c'était des centaines de baraques juxtaposées qui rassemblaient des milliers, sinon des dizaines de milliers de gens là, le matin, midi et soir. Enfin, c'est vraiment des lieux tout à fait hors normes. La juridiction oblige le cirque à se déplacer, à se changer en fait de cette façon. Parce que empêcher la parole, c'est quand même un geste très violent. Enfin, mais en même temps, ça va relancer la pantomime. Oui, mais en fait, la parole est interdite depuis le XVIIe siècle, hein, depuis 1601 en Angleterre et en France, notamment un peu plus tard en France. Donc la parole est suspendue. Elle n'est accordée qu'à quelques troupes privilégiées. Donc évidemment, le cirque, au moment où il se formalise, n'a pas le choix. Il doit être muet. Les quelques moments où on lui accorde un droit à dire quelque chose sur la piste sont extrêmement rares. Et cette censure ne tombera que définitivement, véritablement, qu'à la chute du Second Empire. Donc ça veut dire que le cirque qui apparaît vers 1768 devra attendre 1870 de façon définitive pour avoir le droit à la parole, pour que la parole puisse circuler sur la piste. Et on est tenté de dire qu'évidemment c'est trop tard. C'est trop tard. Pour le siècle suivant, il faudra attendre 1970, enfin le début la fin des années 60 et le début des années 70, pour que de nouveau la parole puisse être un élément du spectacle de façon récurrente. On aura évidemment le Monsieur Loyal ou le Clown et l'Auguste qui amènent une forme de verbe sur la piste, mais en regard de la globalité de la représentation, c'est tout à fait anecdotique. Donc il faudra attendre évidemment beaucoup plus tard pour que la parole puisse être réappropriée par des acrobates, par des cavaliers, par les autres formes qui jusque-là en étaient complètement privées et se sont développées sans. Donc là, effectivement, il y a quelque chose de très politique dans l'interdiction, puisqu'il s'agit de prévenir la concurrence, de protéger des troupes, et de cette obligation, de cette contrainte, va naître une forme finalement encore plus forte peut-être que toutes les autres, puisqu'elle utilise ce registre du corps acrobatique, mais aussi bien humain qu'animal. Le cheval c'est un corps en mouvement
qui va permettre au cirque d'accéder à un autre niveau de connaissance et en même temps un autre niveau de démonstration. Pierre Étex. Lorsque Keaton fait des cascades, il ne les fait pas de façon acrobatique, il les fait comme un casse-cou. Et c'est parce qu'il avait le contrôle total de son corps. Il savait exactement tout ce qu'il pouvait faire. Ce qui est inimaginable, c'est que Willy Dario, qui m'a raconté que lorsqu'il travaillait à Medrano, il était dans le même programme que Buster Keaton, il me dit il faisait une cascade au début de son entrée. Il arrivait par un escalier qui était parallèle à l'orchestre et qui descendait jusque dans la piste. Et il ratait la première marche et il cascadait jusque sur la banquette de la piste, une marche après l'autre. Il m'a dit, aucun de nous, parmi les acrobates qui étions au cirque, était capable de faire ce qu'il faisait lui. Il avait commencé à l'âge de 3 ans et c'est pour ça qu'il savait faire ces choses-là d'une façon unique au monde, quoi. Et dans tous ses films, il a un contrôle de son corps qui est prodigieux, prodigieux, oui. C'est une véritable horloge. Et enfin, vous connaissez la fameuse histoire. Dans un gag, il tombe sur un rail de train, il se casse la colonne vertébrale et il ne s'en aperçoit. Enfin, il s'en aperçoit pas. Enfin, et ce n'est que quelques années plus tard. Beaucoup d'années plus tard. Plus tard, qu'il va voir, on lui dit mais vous avez votre colonne vertébrale a été cassée. C'est incroyable. Et ce qui est fou, il s'en aperçoit pas. C'est-à-dire qu'il a ressenti la douleur, mais quand on regarde le plan. Et moi, je l'ai revu alors à plaisir, ce plan, enfin plaisir, façon de parler, je l'ai revu par curiosité et j'ai été émerveillé de voir cet homme se relever et courir jusqu'à la ligne d'horizon dans le même plan. Ça, c'est formidable. Il s'enfuit. Il est accroché à une manche qui distribue de l'eau dans les locomotives et voilà que l'eau jaillit, il est projeté sur le sol. Il tombe sur les rails et il se relève aussitôt. Il fait une cascade inimaginable. Il se relève et il s'enfuit. Et il part de dos très loin. Et je me dis, il vient de se faire très mal et il continue de courir parce qu'il faut sauver le plan. C'est quand même... c'est héroïque, quoi. Voilà. Et c'est un amour éperdu de ce que l'on fait. Quelqu'un qui arrive à faire ça, pour moi, c'est clair. Ouais. Il ne cherche pas à paraître. Il fait son travail. Oui, on ne s'en rend pas compte du courage en fait des burlesques. On a l'impression. Et alors, on s'en rend compte justement de cet héroïsme. Et alors, il y a peut-être aussi une autre chose qui les caractérise, c'est-à-dire qu'ils sont, et c'est peut-être pour ça qu'à la fin du muet ils vont disparaître, c'est qu'ils sont impropres au travail social. C'est-à-dire qu'ils sont suradaptés physiquement, parce qu'ils savent faire des tas de choses incroyables de leur corps, ils ont une agilité, ils peuvent faire des prouesses, mais socialement, ils ne sont pas adaptés. Les choses s'écroulent, ils cassent, ils peuvent... c'est la catastrophe, dès qu'ils arrivent, la catastrophe enchaîne, le monde devient... Enfin, les choses tournent à l'absurde. Ils ne peuvent pas construire. D'ailleurs, aux États-Unis, qui était un pays qui était en construction, ils sont des démolisseurs, en fait, de génie. Ouais. Mais il faut dire que leurs origines les amènent à ça, à l'exception de Chaplin, qui lui, au contraire, a très bien suggéré toutes ces affaires, qui est devenu producteur, etc. Bon, les autres, et aussi Harold Lloyd. Mais tous les autres se fichaient éperdument, justement. Ils avaient, un travail à faire qui n'était pas en relation, justement, avec les préoccupations qu'implique tout un système social. Et c'est pour ça qu'ils sont dévastateurs. Et tous sont dévastateurs sous des formes différentes. Volontairement, comme les Marx Brothers, comme Fields, ou involontairement, comme Laurel et Hardy, qui cassent tout, mais sans le faire exprès. Keaton provoque des situations inextricables par témérité. Il se lance à l'aventure sur une locomotive tout seul, contre toute une armée, ce qui est absolument inconcevable. Et pourtant, c'est lui qui gagne la partie. C'est formidable. C'était Royaume Forain avec Johan Le Guilherme, Patricia Falguière, Yann Fabre, Pascal Risterucci, Alexandre Romanès, Adrienne Larue, Roméo Castellucci, Philippe Alain Michaud, Pascal Jacob, François Tanguy, Monique Sicard,
Enzo Traverso, Stéphane Ricordel, Jean-Paul Favant, Pierre Etex et Catherine Millet. Musique des spectacles de Romeo Castellucci, Scott Gibbons, cantate Chiara Guidi, musique du Secret de Johann Guilherme et de Cayassine Tesarso. Royaume forain, dernière partie, la séance des monstres. Une émission de Yann Siré. Réalisation Gaël Gillon. Mixage Benjamin Vignal.